Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de poursuivre votre découverte de Porquerolles, île sœur de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit: ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. Cette semaine, je reçois Stéphane Anger. Bonjour Stéphane, vous êtes le propriétaire du restaurant Le Sun et du club de plongée de Porquerolles. Vous êtes né en 1956 et êtes le benjamin d'une fratrie de 4 enfants. Votre grand-père paternel, maître Henri Anger, fut le principal conseiller de madame Paul Desmarais dans les affaires juridiques qui l'opposa au couple Henri après son achat de l'île de Porquerolles en 1937. Votre grand-père reçut la maison du port en reconnaissance de ses services auprès de Paul Desmarais. Vous êtes lié à la famille Buffet par votre mère, Micheline Buffet, sœur de Pierre Buffet, actuel propriétaire du manoir de Porquerolles, et qui ont tous deux, Micheline et Pierre, grandi sur l'île au contact de Marcel et Marceline Henry. Vos parents, Micheline et Gérald, se marient à Porquerolles en 1950 et prennent la direction de l'hostellerie provençale. Alors Stéphane, vous avez passé toute votre enfance sur l'île. J'ai envie de vous demander comment c'était de grandir à Porquerolles dans les années 60. La première des choses, c'est qu'on ne sait pas, vu qu'on vit les choses, mais on n'a pas le recul nécessaire pour savoir ce que l'on vit. Donc, on vit les choses d'une façon tout à fait naturelle et tout à fait classique, c'est-à-dire une vie d'enfant, effectivement sur une île qui présente quelques petites différences par rapport au continent. C'est-à-dire que nos parents font très attention quand on va au bord de l'eau, quand on joue au bord des quais, parce que évidemment il y a le danger de l'eau. Mais cela procure une immense liberté par contre, de pouvoir vagabonder dans l'île, être complètement indépendant. Vous avez des souvenirs de jeux d'enfants de l'époque? Quels étaient vos jeux sur l'île? Nos jeux, c'était donc on était tous ensemble. D'abord, j'ai 2 frères, une sœur. On a été élevé avec quelqu'un qui est quasiment avec nous, qui s'appelle Raymond Tolary, qui était une personne qui avait notre âge, un peu plus âgé que moi, mais qui était de l'âge de mes frères et sœurs. Et puis tous les autres enfants. Donc c'est une vie assez communautaire. Il y a une solidarité, vous qualifierez... Vous savez, quand on vit dans une île comme Porquerolles, c'est un peu le village gaulois. C'est-à-dire que Pierre et Paul sont contre Jacques, et puis il suffit qu'un troisième arrive pour que les 2 premiers se lient contre le troisième. C'est un peu la mentalité des petits villages. Mais au niveau des enfants, c'est tout le monde joue ensemble, on va à l'école ensemble, c'est une école commune, donc on est tous dans la même pièce, mais avec des classes différentes. Mm-hmm. Donc on vit une vie très communautaire. Vous avez eu qui en institutrice ici à l'école? Vous vous souvenez? J'ai eu notamment un maître qui s'appelait Monsieur Alziari, qui était un gars extraordinaire, qui nous faisait faire de l'imprimerie. On faisait les cours d'anat dans les bois. On allait cueillir les champignons, on les ramenait à l'école, on en parlait après. Ça se faisait beaucoup plus dans la nature que sur les livres. Ouais, c'est-à-dire disons que les livres étaient l'appui nécessaire au cours et non pas l'inverse. Surtout que Jean-Luc Alziari était quelqu'un d'exceptionnel, mais quand je dis exceptionnel, c'était vraiment quelqu'un de très ouvert, qui était très avant-gardiste, qui mettait d'abord qui mettait peu de distance entre l'instituteur et les élèves. C'était vraiment, on allait à ces cours avec envie, on était heureux, puis bon, c'est des choses, c'est quand on arrive sur le continent qu'on commence à comprendre les différences. Vous avez un rhume, presque, je sais même pas presque, on vous donne le cachet à 10h quand c'est la récré, on se demande si vous avez bien passé la nuit et compagnie. Vous arrivez sur le continent, là on était 8-9 à l'école, on arrive sur le continent, des classes de 30, vous êtes anonyme. Vous demandez ce que vous faites là, quoi. Ouais, grosse rupture. C'est une rupture tellement énorme que, ma fille est venue à Porquerolles, elle avait 7 jours. Mais je n'ai pas voulu qu'elle aille, je voulais pas qu'elle vienne à l'école sur l'île, elle était encore ouverte quand elle était petite. Je voulais qu'elle se sociabilise plutôt, qu'elle sache que c'est que la vie
et qu'elle n'ait pas cette fameuse rupture entre une vie complètement en dehors avec des codes qui sont complètement différents, où on s'occupe de vous, vous faites partie de ce village, et quand vous arrivez justement sur le continent où vous êtes non-aime. Est-ce que vous avez, alors je m'avance peut-être, mais est-ce que vous avez voulu en quelque sorte un peu la préserver de ce que vous avez pu vivre, cette rupture un peu brutale? Est-ce que vous avez voulu la préparer un peu plus tôt à ça? C'est exactement ça, parce que c'est plus la préparer à savoir ce que c'était. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré la vie de sa mère, ma fille a repris l'affaire et vit à Port-Cros, et donc et peut-être autant insulaire que moi maintenant, donc presque oui. Ça n'a pas servi à grand chose. Ça l'a pas perturbé plus que ça. Voire, je me demande même si ça la motive pas. Bon, en tout cas, elle s'est piquée au monde un petit peu plus, de façon plus précoce. Et elle s'est frottée au monde continental et insulaire, et donc entre guillemets normal. C'est compliqué d'expliquer ce qu'est la vie sur le continent pour quelqu'un qui a l'habitude justement de vivre sur une île. En hiver, c'est 3 bateaux par semaine. Ouais. C'est quand même pas une vie complètement normale. Elle l'est pour nous parce que on y est habitué, on y est formaté, c'est une vie pour nous normale, mais peu de gens pourraient l'imaginer supporter. Et la supporter. Oui, tout à fait. Pierre Buffet dit, en se remémorant son enfance, pour nous, la Terre se limitait à Port-Cros. Le continent, c'était le zoo humain et Port-Cros, c'était la vraie vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est évident. C'est évident que c'est la vraie vie parce que, pour moi, la vie, c'est la liberté. Pour moi, il reste 2 espaces de liberté dans le monde. Il reste la mer et la montagne. Malheureusement, à cause de pas mal d'abrutis qui vont faire du hors-piste quand on dit qu'il faut pas y aller parce qu'il y a des risques d'avalanche, et qui malheureusement se font piéger comme des imbéciles parce qu'ils pensent être plus forts que la nature, mais on n'est pas plus fort que la nature. Et en mer, c'est pareil, quand on voit le tas de crétins qui prennent la mer quand il faut pas la prendre, qui ne savent pas manœuvrer, qui se pensent plus forts qu'elle. Les pouvoirs publics prennent des décisions qui font que cet espace de liberté se restreint de plus en plus. Mais il n'y a pas d'espace de jeu plus grand que la mer. D'ailleurs, la surface des océans est bien plus grande que la surface terrestre dans le monde. Donc le terrain de jeu est grand. Est-ce que vous vous souvenez de votre première traversée alors peut-être pas votre première parce que vous avez sûrement traversé étant peut-être tout bébé, mais est-ce que vous avez ce souvenir de traverser, de premières impressions sur le continent? Des choses qui vous ont marqué? Vous me parlez du passage en bateau ou vous me parlez de l'arrivée sur le continent? Une première traversée que vous avez pu vivre enfant et avec un retour, hein. Parce que les premières traversées, je me souviens très bien de traverser quand j'étais enfant. Par contre, ma vie, entre guillemets, continentale, les souvenirs sont très très loin. Mes souvenirs sont port-crosiens. Est-ce que vous pensez que grandir à Port-Cros, alors vous avez déjà en partie répondu, mais a pu influencer votre rapport au monde, aux autres, à la nature, et si oui, dans quel sens? Vous savez, c'est compliqué de parler de sa propre vie, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de l'analyser, c'est encore plus compliqué. Et après, j'ai coutume de dire que à part la famille et la maladie, on a la vie que l'on se donne. C'est-à-dire que chaque option que vous prenez dans votre vie a des influences qui vont faire votre vie. Alors après, j'ai fait des choix, mais quelle aurait été ma vie si j'en avais fait d'autres? Je peux pas vous répondre à ça. Mais ce sont mes propres choix qui ont fait ma vie. Et c'est vrai que ça s'est tourné vers Port-Cros. Alors justement, vous grandissez jusqu'à quel âge à Port-Cros? Alors donc école primaire, hein, ensuite je suis sur le continent. Ouais. Mes parents donc ont des commerces sur l'île, donc on est élevé à 80% par nos grands-parents paternels sur Hyères.
Donc on part la semaine sur Hyères et on revient le week-end à Port-Cros. D'accord, vous étiez enfin oui, on n'était pas pensionnaires. Vous étiez pas pensionnaire. On était gardés à la maison par nos grands-parents, mes grands-parents paternels. Et alors vous dites que vous avez assez peu de souvenirs de votre vie continentale, mais néanmoins, est-ce que pour vous ça a été un arrachement de pas parce que vous êtes parti pour le collège? Un arrangement, étant donné que avec 2 frères, une sœur, étant donné que la famille bouge ensemble. Ça allait. Mais oui, parce que je restais dans mon cocon quand même. C'est le cocon qui se déplaçait, mais le cocon interne restait le même. Ouais, vous étiez au sein de votre fratrie. Vous arrivez à comprendre l'image. Je comprends. Si j'avais été pris tout seul pour être complètement exclu, j'aurais senti une différence. Mais là, on vivait la famille la semaine. Oui, en même temps, vous aviez pas le même âge que vos frères et sœurs, donc vous arriviez dans des grandes classes isolées plutôt. Non, mais après ça vous a pas plus. Bah, vous savez, la vie, entre guillemets, on la subit souvent. Hein. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours, vos études et comment, à un moment donné, vous décidez de revenir à Port-Cros? Quand et comment? Ben quand, je sais exactement quand. Ma vie est relativement simple. Je passe mon bac en 1975. Je fais mon armée donc sur Nice. Je sors de l'armée et donc j'ai fait un bac technique, un bac mécanique. Bon, on a eu des problèmes familiaux relativement importants qui sont liés au décès de ma mère en 1972. Donc, ma seule source de revenus, c'était de pouvoir travailler. Donc 3 jours après mon armée, j'ai travaillé sur Nice. Mmh. J'ai fait 10 ans d'industrie sur Nice et la région, jusqu'à ce qu'une opportunité de revenir sur Port-Cros travailler s'est présentée en 1985. Donc avec mon frère Philippe, on est revenu sur Port-Cros. En 1988, l'Oiry a été mise en vente aux enchères. Et donc j'ai acquis un bien sur Port-Cros. De là, ma vie a été tracée sur Port-Cros. C'était un vœu, vous souhaitiez revenir sur cette île? Je le savais pas que j'allais revenir. Vous le saviez pas? Non, ça s'est fait d'une façon complètement opportuniste. La deuxième étape importante a été 2002 où j'ai pu racheter ma maison natale. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire pourquoi vous avez racheté votre maison natale? Pourquoi? Mais ça me paraissait une évidence. D'abord, elle était en vente, ça a été la première des choses, donc évidemment, je suis porté acquéreur. C'est mon oncle qui était le vendeur. Ça n'a pas été facile à cause des liens entre donc les deux frères, donc mon oncle et son frère, mon père. Mais c'est tellement long et tellement intime que c'est pas possible, assez peu possible d'en parler. Mais j'ai quand même réussi à arracher cette maison. Donc, moi j'ai vécu toute mon enfance au rez-de-chaussée. Et quand je l'ai racheté, je me suis dit mais où est-ce que je vais habiter? Est-ce que je reprends mon enfance en bas ou je romps avec? Et je me suis dit je romps. Donc j'ai transformé tout le bas qui était donc mon enfance, mes souvenirs, et même mon enfance, ma naissance même. Et j'en ai fait 6 chambres d'hôtes. D'accord. Et j'habite le premier étage. Comme ça, oui, entre guillemets, vous reconstruisez quelque chose qui vous appartient. Voilà, d'autres. Où ma fille maintenant habite à côté de moi. Vous êtes aujourd'hui propriétaire du restaurant le Sun et du club de plongée. Comment et quand vous vous lancez dans ces 2 entreprises? Entre le moment où vous rachetez cette maison et le moment où vous lancez ces affaires-là, il se passe du temps ou? C'est l'inverse parce que j'ai racheté le Sun Bistro en 1988. Ah, d'accord, ok. Et j'ai acheté la Maison du Port en 2002. D'accord, ok. Donc la Maison du Port a été postérieure. Mm-hmm. Mais ça a été une évidence. Vous savez, à Port-Cros, il n'y a pas des milliers de commerces. La restauration est une évidence. Par contre, j'ai fait 3 ans sur Carrosse en travaillant à la Spirotechnique, qui est une usine de matériel de plongée sous-marine. Et bon, j'étais moi-même déjà plongeur depuis pas mal de temps. Et j'ai rapidement passé tous mes brevets jusqu'à devenir moniteur en 1981.
Donc ça m'a paru une évidence de faire de Porquerolles un spot de plongée qui était déjà connu, mais il n'y avait pas de club. Il n'y avait pas de club. C'est vous qui avez monté. J'ai monté le premier club justement. Et le seul. Le seul. Et le seul. Voilà. En 85 et puis maintenant. Et alors quand vous montez le club, à ce moment-là, vous logiez où? Vous logiez sur l'île? Je logeais au-dessus du Sun. D'accord. Okay. J'ai vécu pendant 13 ans avec ma femme et ma fille dans 32 mètres carrés dans l'œuvre. Difficile. Difficile. Cette passion des fonds marins, alors vous l'avez un petit peu évoqué, mais elle vous vient d'où? Est-ce que vous pensez que ça remonte quand même un petit peu plus loin que vos expériences sur le continent? Est-ce que quand vous étiez enfant, par exemple, vous exploriez déjà les fonds de Porquerolles? Je rendais fou mes parents à 10 ans. À 10 ans, je partais déjà dormir en mer avec un copain qui était sur l'île. On fabriquait des voiles en volant des draps à ma mère. On faisait déjà les Jacques Mayol. C'est-à-dire que on comptait le nombre de mètres au bout d'une corde et on mettait un nœud, puis on se jetait avec l'ancre, et hop, quand la corde était tendue, c'est qu'on avait fait le nombre de mètres qu'on voulait faire. Donc on était déjà, entre guillemets, un peu dérangé. Un peu tête brûlée, on va dire. Voilà. Donc non, la passion de la mer, elle est tout le temps. Quelles sont les caractéristiques des fonds de Porquerolles? Est-ce que vous avez vu d'autres fonds et comment vous qualifieriez les fonds de Porquerolles à quelqu'un qui aime la mer, à quelqu'un qui aime plonger? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent plonger chez vous? J'ai quasiment déjà fait toutes les mers du globe en plongée. Donc oui, j'arrive à faire la différence et savoir un petit peu ce qui différencie une mer tropicale d'une mer méditerranéenne. Le principal avantage de Porquerolles, c'est que c'est quasiment on a retrouvé la mer endémique, la Méditerranée endémique. Bon, à part les barracudas et quelques espèces qui nous viennent depuis que Suez est ouvert, mais ça, merci à la main de l'homme. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est l'évolution, je crois que il faut faire avec. Mais sinon, les tombants, les gorgones, il y a une magie en Méditerranée. Et Porquerolles, sa petite part de magie. En 60 ans, vous avez vu la faune et la flore sous-marine évoluer. Vous parliez des barracudas. Est-ce que vous avez vu des espèces disparaître et certaines espèces apparaître? Bien sûr. Ouais. Oui, déjà les violets. Le violet qu'on appelle la patate de mer, mais il n'y en a plus. Disparu. Pourquoi? Bactéries. Vous savez, le réchauffement climatique, il a bon dos. Je pense que c'est le fourre-tout à l'heure actuelle et je pense que c'est pratique pour beaucoup de monde, y compris pour des scientifiques qui finalement, quand ils n'ont pas de réponse aux choses, c'est le réchauffement climatique. Donc je vous ai parlé des violets, les nacres sont quasiment décimés, les spondyles, il n'y a plus de spondyles, les gorgones, on en pris un bon coup aussi. Bon, il y a pas mal de choses qui ont... Alors après, je suis pas scientifique, donc je n'ai pas d'explication à donner. Des bactéries, très certainement. Mais enfin, je vais vous parler d'un phénomène. La Colerpa taxifolia. Il y a 10 ans de ça, c'était exponentiel. C'était des milliers d'hectares qui étaient, où la Colerpa prenait le dessus sur la Posidonie. Et en 10 ans, elle s'est quasiment éteinte d'elle-même. Pourquoi? Comment? Voilà. Donc je pense que la nature est forte, bien plus forte que nous. Alors nous, le gros problème, c'est que c'est la poudre de perlimpinpin. Oh là là, il y a trop de loups, on va en enlever. Oh, après on va en remettre. Oh, les chamois, c'est terrible, on va les enlever. Ah, finalement ils sont mieux que ça, on va en remettre. On a 20 ans d'expérience, on en met, on en relève. L'homme, je dis pas que tout ce qu'il fait est mal, mais je pense que des fois il prend pas assez de recul ou il prend peut-être pas les bonnes décisions non plus. C'est-à-dire et c'est vrai pour la mer également. Vous pensez que la nature peut s'auto-réguler et qu'elle n'a pas besoin forcément de la... S'auto-réguler, c'est une certitude. Disons que je pense que la nature est plus forte que nous, ça c'est certain. Le réchauffement climatique, il a bon dos, mais je pense que les égouts qu'on déverse, le mercure qu'il y a dans l'eau, toutes les bactéries qu'on balance et compagnie, effectivement, au rythme où on le met, ça va être un petit peu compliqué. Les plastiques notamment et compagnie. Porquerolles reste à préserver quand même. Vous qui avez vu des fonds marins, voilà, dans tout le globe, comme vous le disiez, est-ce que Porquerolles reste quand même un endroit... Mais Porquerolles, évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais le gros problème, c'est la prise de conscience collective. C'est bien beau de faire de Porquerolles
de mettre Porquerolles sous une cloche de verre et d'en faire un exemple, ce qui est bien, mais je pense que la cloche de verre, elle devrait être beaucoup plus grande. Et on devrait surtout éduquer les gens. Le problème, c'est un problème d'éducation. Vous plongez encore? Bien sûr. Oui. Vous plongez avec les groupes, là, ou non? Non, je plonge avec ma fille. Vous plongez avec votre fille. Voilà. Ouais. Alors, parlez-nous un petit peu de vos deux activités, la saisonnalité, quand est-ce que vous ouvrez votre club de plongée, le sun, comment ça se passe la vie ici, La vie en termes de ici, saisonnalité? Effectivement, elle a 2 temps. Hein. Il y a le temps de la saison, qui est pour moi, qui est du 1er avril, donc Pâques, jusqu'au 1er novembre. Je ferme après le week-end du 1er novembre, Ouais. ce qui fait quand même une saison de 7 mois, qui est quand même Une longue saison. une longue saison. Mm. Alors, je la fais. Elle est aussi longue parce que les clubs de plongée, maintenant, depuis donc 20 ans ou 25 ans, les clubs ont pris l'habitude de venir gonfler, manger au restaurant et de repartir, Mhm. ce qui leur évite donc des allers-retours. C'est bon pour la planète. Et puis, ça permet aux gens d'avoir du temps sur l'île, d'en profiter et de faire 2 plongées sur Porquerolles. Mhm. C'est-à-dire, ils restent la journée, ils peuvent rester là, ils peuvent rester logés également. Ben, si disons que dans le- moi j'ai 3 temps dans la saison. J'ai d'avril à fin juin où mon activité principale sur l'hébergement, la plongée et le restaurant, c'est d'accueillir des groupes en week-end. Mhm. Juillet et août, j'accueille du tout venant et donc du 1er septembre jusqu'au 1er novembre, Ces je jours. reprends les groupes. D'accord. Très bien. Et vous avez combien d'employés entre le club de plongée et le Sun? 16-17. Ah oui, quand même. J'aimerais qu'on parle de votre lien à Porquerolles, Stéphane, à travers une petite série de questions assez courtes et concrètes. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi? Évidemment l'hiver. L'hiver pour son calme, pour la convivialité qu'on retrouve entre nous, les parties de boules, le bateau qui rythme, qui de nouveau rythme le temps. Il y a le bateau de 10h30, le courrier, ça repart le soir, cette espèce de rythme. Et puis on a le temps. On a le temps de se voir, on a le temps de profiter, on fait des oursinades, on va pêcher. Vous vous retrouvez entre Porquerolliens? Parce Voilà. que là, j'ai l'impression que chacun est à fond dans la saison. Ah ben là, on se voit pas. Ouais, ouais. Donc ça, la vie, la vraie vie porquerollienne, elle redémarre quand? Elle redémarre octobre. Octobre. Voilà. Après le 15 septembre. D'accord. Et déjà, il y a des périodes qui sont importantes pour nous. La pêche. À partir du 15 septembre, il y a les liches, on va traîner. Vous pêchez? Oui. Ouais. Regardez les cannes. Ah oui, forcément. Mais vous m'avez dit la mer, mais donc, Ouais, sous toutes la ses mer formes. sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Vous faites un peu d'apnée ou pas? J'en ai fait, mais j'ai plus les moyens de ma politique. Est-ce qu'il y a des endroits, un ou des endroits pour que vous affectionnez particulièrement? Il y en a 2. Lesquels? Le premier, c'est le Tuf, Ouais, qui est derrière l'île, face au Levant, ouais. qui est une roche, qui est une roche volcanique particulière. L'endroit est sublime. Mhm. Et la deuxième, Vous pouvez le décrire un petit peu, cet endroit? oh, je peux le décrire. Le décrire, c'est bien, mais le vivre, c'est mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-bas? La topographie du site est merveilleuse. Ça fait 2 langues. Ouais. C'est vraiment un chemin de chèvre pour y accéder. Pour y accéder de la terre, mais quand je vous dis un chemin de chèvre, c'est vraiment un chemin de chèvre. Par mer, les roches sont très coupantes, très découpées. Et après, ce sont des petites restants que vous pouvez pique-niquer. C'est pour les initiés, j'ai l'impression quand même. Oui. Ceux qui connaissent. Oui. Ouais. Et il y a un deuxième endroit où on n'a plus le droit d'aller maintenant, sauf les Porquerolliens, qui s'appelle la piscine, qui est derrière Bagot, Ouais. où j'ai passé mon enfance à faire des pique-niques là-bas. On n'a plus le droit d'aller parce qu'on n'a plus le droit d'aller à Bagot, Parce c'est que ça? Bagot, maintenant, c'est une réserve intégrale, où on n'a plus le droit de débarquer. D'accord. Mais Donc. ce qui est la piscine, c'est un endroit qui est merveilleux. Qui porte bien son nom? Oh.
il doit bien avoir 200 mètres carrés de roches plates, légèrement en pente. Donc on peut mettre ses serviettes, pique-niquer. Ça fait comme un quai. On peut mettre son bateau, le bateau, débarquer, nager. Ça fait une petite crique abritée. C'est un très très bel endroit. Ouais. Bon, malheureusement, plus tellement accessible, plus du tout accessible. Voilà. D'ailleurs, l'île est vraiment fermée à tout. Ouais. Si vous deviez décrire la géographie de Porquerolles en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette île, comment vous lui décririez? Peut-être en termes de végétation, de relief, d'habitation, de lien avec la mer. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui connaît pas du tout l'île? Comment vous lui décririez? Déjà, si jamais la personne n'aime pas la nature, c'est pas la peine qu'elle vienne. La deuxième des choses, qui dit île, dit mer. Effectivement, c'est une île, c'est un petit endroit, c'est une petite terre entourée d'eau. Donc, je pense que d'aimer la mer, c'est quand même nécessaire également. Ça, c'est la deuxième des choses. Ensuite, il y a plusieurs périodes. Ouais. Je pense que l'automne et le printemps sont plus favorables aux promenades en forêt, où il fait moins chaud, où justement la nature reprend ses droits au printemps, où c'est plus agréable. La période de juillet-août, c'est plus agréable sur l'eau, aller profiter des criques. C'est pas un tout. C'est des étapes. Si par exemple vous deviez la définir par rapport à une île comme Porquerolles par exemple, quelles sont les singularités de Porquerolles par rapport à... Porquerolles, d'abord, c'est plus petit, c'est beaucoup plus escarpé, il y a moins de plaines, c'est moins cultivé, il y a beaucoup moins d'habitations. Le port de Porquerolles est très très particulier. Quand vous arrivez à Porquerolles, vous arrivez dans un port, comme au port d'Hyères. C'est un port qui est géré par la Chambre de commerce et d'industrie, donc c'est un beau bloc de béton qui est très bien organisé. Et vous faites 250 à 300 mètres pour arriver dans le village. Mais quand vous êtes assis dans un bistrot du village de Porquerolles, vous ne voyez pas votre bateau. Quand vous avez Porquerolles, l'immense particularité, c'est que le port et le village font une seule et unique entité. C'est vrai. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de boire un petit coup dans une terrasse, quelle que soit la terrasse du bistrot où vous êtes à Porquerolles, vous voyez votre bateau. Et ça, c'est ce qui fait l'énorme différence. Et d'ailleurs, finalement, la géographie du port, sa physionomie, semble-t-il, n'a pas beaucoup changé par rapport à votre enfance. Est-ce que c'est très semblable ou pas? Elle n'a pas changé du tout. Elle n'a pas changé du tout. Le quai qui est devant chez moi, il date de Napoléon III, il a toujours pas bougé. Voilà. Vous souhaitez que ça reste comme ça? Ça reste comme ça. Bon, d'abord, il y a le parc national qui, d'une manière générale, quand même, sur le fond, fait bien les choses. Donc, il nous protège quand même de certaines choses. Mais c'est pas le parc qui a fait la beauté de l'île. Le parc a pris un joyau. Il ne fait que le conserver. Mais monsieur et madame Henry payaient déjà de l'ordonnier des gardes à l'époque et avaient déjà mis des interdits, faisaient entretenir l'île et étaient des grands amoureux de la nature. Est-ce que vous pourriez nous raconter, alors c'est pas une question facile et vous pouvez prendre le temps de la réflexion, mais un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécu à Porquerolles, peut-être que vous n'auriez pas vécu ailleurs, ou quelque chose, un souvenir comme ça qui vous vient? Déjà oui, j'en ai un qui est pas commun. J'ai pu nager avec une petite femelle dauphin qui venait mettre bas dans le port de Porquerolles, et au moment où elles mettent bas, elles ne peuvent plus sonder, elles ne peuvent plus nager en apnée. Donc, avec un petit barquet à rame, avec mes frères, on la suivait, puis on s'est mis à l'eau avec elle. Ah, c'est beau, ça. Vous étiez jeune, c'était... Oui, je vais avoir, 13-14 ans. Ouais, ça marque quand même. Oui, ouais. C'est, voilà, un souvenir comme ça qui remonte comme ça de façon fugace. C'est très joli. Aujourd'hui, vous vivez à l'année à Porquerolles? Je ne vis plus à l'année à Porquerolles, j'y ai vécu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai fait 330 jours par an à Porquerolles. Ouais. Donc, ça fait quand même un certain bail. Oui, maintenant, l'hiver, à part l'hiver dernier où on est resté confiné là. D'ailleurs, j'ai passé un hiver formidable. Je crois que beaucoup de Porquerolliens ont passé un hiver formidable ici. Voilà. On s'est retrouvés, on a retrouvé notre joie de vivre.
les oursinades, la pêche, la vraie vie. La vie de village, un petit côté un peu certainement préservé aussi de ce monde un peu fou en face. Mais la plus grande tablée qu'on ait faite, on était 22. Et on était tous là. Oui. Ça vous dit que c'est quand même... Parce que l'île compte combien de personnes Quand il n'y a pas des périodes un peu spéciales comme le confinement, quand on dépasse 15 personnes, c'est beaucoup. Oui, donc oui, vous étiez vraiment au max là. Ouais. Alors, donc vous habitez sinon de l'autre côté à Hyères disons que ça fait 10 ans que j'ai découvert la Thaïlande. Oui. Qui est où je retrouve quelque part d'abord pas mal de similitudes avec de la vie française il y a 50 60 ans, où on retrouve la solidarité avec les gens, où on retrouve entre guillemets le sens des merdes, où on fait tout avec rien, ce que j'ai été toujours habitué à Port-Cros. À Port-Cros, quand il manque 10 centimes, on fait 1 franc avec 2 fois 5 centimes pour finir. Voilà, et donc ce côté où les gens font tout avec rien, où il y a encore de la solidarité humaine, où il y a c'est très beau. Ouais. Voilà, je me retrouve une deuxième patrie. Vous y passez combien de temps en général Disons que pour l'instant je fais 3 mois, mais dans peu de temps je ferai 5 mois, 7 mois. Ah oui. Et vous ressentez quoi quand vous êtes loin de Port-Cros? Est-ce que Port-Cros vous manque ou est-ce que finalement Mais il me manque pas parce que j'ai retrouvé un endroit qui vous êtes qui bien me remplit. Aussi. Bah oui, j'entends ce que vous dites. Donc et les ratios pourraient s'inverser ou pas? Non, pas du tout. Non. Non. Par contre, je me nourris de la Thaïlande. Vous avez une fille, donc Roxane, oui. Et vous venez d'avoir une petite fille. Est-ce que pour vous, c'est important de transmettre ce goût pour Port-Cros à vos enfants, à votre fille et à votre petite fille qui vient d'arriver? Alors, d'abord, je pense que le plus important dans la vie, c'est de se réaliser. Se réaliser et le transmettre. Je pense que l'homme est fait pour ça. Ça, c'est déjà le stade numéro 1. Mais il est décuplé à Port-Cros. Parce que c'est un endroit où il est très difficile d'évoluer, il est pas possible d'acheter, il est pas possible c'est très compliqué d'évoluer, donc quand on a quelque chose, c'est encore plus important de le transmettre. Mmh. Par exemple, vous êtes heureux que votre fille aujourd'hui soit à Port-Cros? Je suis pas heureux, je suis très heureux. Je suis d'autant plus heureux que ma femme m'a quitté il y a 10 ans et ma fille à l'époque avait 16 ans. Et il lui a dit, fais pas comme papa, t'enferme pas à Port-Cros, vis, vois d'autres choses, Port-Cros c'est la mort des couples, Port-Cros ci, Port-Cros là. Alors je pense pas que Port-Cros soit plus la mort des couples qu'ailleurs. D'ailleurs, 70% des Français divorcent. Donc Port-Cros n'a pas l'apanage des divorces. Je pense que les îles sont des révélateurs. Donc les choses se font plus vite qu'ailleurs, c'est tout. Mais elles se font quand même. On dit souvent de la vie insulaire qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité en termes peut-être d'espace, de temporalité, de vie en communauté? Vous avez déjà un petit peu exprimé tout ça, hein, cette idée de solidarité, de vie ensemble, et en même temps, je pense qu'il y a aussi quelques rivalités sur une île. Cette dimension un petit peu de microcosme. Qu'est-ce qui, pour vous, définit vraiment le caractère insulaire par rapport à la vie sur le continent? Vous avez parlé de révélateurs aussi, des personnalités, que les choses vont plus vite ici. C'est entre guillemets, le mot va être un petit peu fort, mais c'est un combat. Si vous n'êtes pas un minimum fort, si vous n'êtes pas un minimum entre guillemets débrouillard, vous n'avez pas de possibilité de vie insulaire, c'est pas possible. Il faut une force de caractère, oui. Ça c'est la première des choses, et puis après. Je pense il faut être un petit peu débrouillard en tout. Et je vais vous prendre un exemple. Il y a eu un feu il y a une quinzaine d'années à La Palue. Je suis arrivé avec donc un gamin de Lille. Il y avait un gars du parc national qui nous bouchait le chemin. On a poussé le garde. On a pris un branchage et on a commencé à attaquer le feu comme ça. Ça nous paraît normal. Bon, la fin de l'anecdote, je vais vous la raconter. On avait quasiment éteint le feu quand un hélicoptère est venu faire une reconnaissance à 15 mètres de sol et a rallumé le brasier.
Bon, donc on avait fait 2 heures pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Mais on avait déjà éteint le feu, c'est déjà pas mal. On se pose pas de questions, c'est comme ça. Y a quelqu'un qui est en difficulté en mer, on prend son bateau, on va l'aider. J'ai eu des exemples à l'époque. Il y a une personne qui s'appelait Jean-Jacques Marabel qui avait un aquascope. Un jour de Mistral, son aquascope a tapé la pointe du moulin. Il y avait 15 gamins à bord. Avec mon frère, instantanément, on est sorti avec nos 2 bateaux, on a tracté son aquascope, les gamins sont sortis. Une solidarité instantanée, sans se poser la moindre question. À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe, des espaces délimités, ouverts sur l'infini. Pierre Buffet, dans l'Esprit de l'île, écrit en parlant de la vie sur l'île: y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude, une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux, et en même temps, les îles offrent la tentation de pouvoir mieux y vivre et mieux y donner vie à ses rêves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et qu'est-ce que ça vous inspire? Difficile de pas être d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La solitude sur les îles, vous l'avez expérimentée ou pas? Je sais pas ce que c'est que la solitude. C'est parce que vous savez vous entourer ou parce que non, même seul, vous vous sentez pas seul? Sans prétention, c'est ne pas avoir besoin des autres. Et ça procure peut-être un peu la puissance ou la force qu'évoque mon oncle. Tout à fait. C'est vrai que on me l'a souvent reproché, mais j'éprouve pas le besoin d'avoir d'être dépendant. D'être dépendant. Ça peut paraître prétentieux, mais quand on n'a pas besoin des autres, on n'est pas seul. Mais on est libre aussi. Ben oui. Ça s'apprend, ou est-ce que ça demande une exigence, ou est-ce que pour vous ça a été inné? Vous savez quoi, j'en souffre des fois. Parce qu'on vous le reproche ou parce que je m'en rends compte. C'est-à-dire? Ben je me rends compte que j'ai pas besoin des autres, donc quelque part c'est difficile. C'est-à-dire que les autres peuvent vous perturber un peu? Non, mais disons que quelque part évidemment il y a un peu de reproche là derrière. Ma femme m'a toujours dit mais oui, t'as besoin de personne, et elle savait jamais quand est-ce que j'allais descendre sur le continent, revenir, remonter. Un électron libre parfait. C'est ça, une forme d'indépendance qui peut perturber les gens avec qui vous vivez de façon proche. Je pense que c'est une indépendance un petit peu plus puissante que sur le continent. Et en même temps, qui peut faire aussi la force des insulaires, parce qu'une personne disons que si vous n'avez pas ça en vous, la vie n'est pas possible. Vous faites absorber par d'abord les autres, parce que vous avez des besoins permanents de quelqu'un pour. Alors soit c'est des besoins de solitude, soit c'est des besoins matériels, mais quel que soit le besoin, et à un moment donné, ou si vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment l'esprit de l'île? Oh, ça c'est très clair. D'abord, c'est de l'indépendance. J'en veux beaucoup à ma grand-tante de ne pas s'être assez protégée lorsqu'elle a fait classer l'île parc national en 1963. Elle s'est pas assez protégée de l'État. C'est-à-dire qu'elle a fait grandement confiance à André Malraux, qui était son ami, qui était ministre de la Culture de l'époque. Alors pour nos auditeurs qui écoutent et pour bien resituer, donc votre grande-tante Marceline Henry. Oui, ma grande-tante Marceline Henry, absolument. Donc fait classer l'île en 1963 par son ami donc André Malraux, grâce à une loi qui a été votée en 61 qui a donc créé les parcs nationaux en France. Seulement Marceline Henry et André Malraux l'ont fait sous une forme amicale et idyllique. Malheureusement, au bout d'un certain moment, l'État prend les textes au point près, puis après c'est à la virgule près, puis après c'est à la cédille près, ou à la ponctuation près. Et c'est là où le bas blesse, c'est que Madame Henry l'a fait dans un certain état d'esprit, et que petit à petit, on en revient à quelque chose d'étatique. C'est-à-dire que la règle devient la règle, et l'esprit devient complètement aléatoire. Et c'est là où tous les problèmes qui sont survenus depuis 50 ans entre les habitants et le parc sont nés. Le parc, c'est une gouvernance verticale, qui est donc c'est un conseil d'administration qui gère tout ça. Avant le conseil d'administration, les textes sont secrets, on met 5 minutes pour les voter, et juste après le conseil, ils sont applicables.
Autrement dit, après une très large concertation, nous avons décidé qu'on fera ainsi. C'est assez difficile à admettre que lorsqu'on est né à Porquerolles avant le parc, que sa mère est née à Porquerolles avant le parc, que le parc existe grâce aux habitants, que la beauté de l'île, c'est pas le parc qui l'a faite, mais le parc. Le peu de choses qui ont été défigurées sur l'île, c'est le parc qui les a défigurées par le béton qu'ils ont fait. Donc on a beaucoup de mal à accepter ça. Donc l'esprit de l'île, oui, l'esprit de l'île, c'est de la beauté. L'esprit de l'île, c'est de la liberté. L'esprit de l'île, c'est un vaisseau qui est sur l'eau et majestueux. Et on veut le voir avec ses voiles grandes ouvertes. Porquerolles et Porquerolles sont souvent présentés comme des îles sœurs, Porquerolles la douce, Porquerolles la sauvage. Vu de Porquerolles ou de l'île du Levant, le caractère insulaire de Porquerolles peut sans doute être questionné. Quand Porquerolles est desservi 4 à 5 fois dans la journée, enfin je parle pas de l'été, hein, voire 10 fois, l'accès à Porquerolles est beaucoup plus restreint, une navette aller-retour tous les 2 jours en hiver. Porquerolles compte, vous l'avez dit, quinzaine, vingtaine tout au plus d'habitants, quand Porquerolles on compte 300, pas de bar, ni de restaurant, ni café ouvert l'hiver. On voit que la continuité territoriale est à géométrie variable selon les îles. Quel regard les Porquerolliens portent-ils sur Porquerolles ? Je vais peut-être être un tout petit peu dur pour les Porquerollais, mais je pense que les Porquerollais ont perdu leur âme. Porquerolles n'est plus une île. D'une part par la fréquentation des bateaux qu'elle a. Je suis pas sûr que les touristes qu'elle reçoit gardent un souvenir aussi important et impérissable qu'ils souhaitent repartir avec. D'abord, il y a la tour fondue c'est innommable, ce flux de voitures pour prendre le bateau comme pour en repartir, ces heures et ces heures à passer à cuire, les bateaux bondés, l'accueil dans les restaurants qui malheureusement en été c'est quand même compliqué, les plages sont surpeuplées. Je sais pas si Porquerolles a su se préserver, mais ça c'est tout à fait personnel. C'est une île dans laquelle vous allez peut-être hors saison ou plus du tout. Vous y êtes allé ? J'y suis allé évidemment, mais je sais pas, je dois mettre les pieds 5 fois par an à Porquerolles. Ouais. Hors saison. Hors saison. D'abord parce que les liaisons entre les îles sont compliquées. Porquerolles est très près du continent, Porquerolles est un petit peu plus loin. Il y a pas de navette entre les deux, ou très peu. Et puis bon, je sais pas ce que je pourrais aller faire à Porquerolles alors que j'ai tout ce qu'il faut à Porquerolles. J'attendais. Qu'est-ce qu'un Porquerollien irait faire à Porquerolles, c'est ça ? Voilà. Donc voilà la question. Mais après les 3 îles sont complètement différentes, autant elles sont différentes donc par leur distance par rapport au continent, elles sont différentes par rapport à leur surface, elles sont différentes par rapport à leurs attraits. Porquerolles est beaucoup donc plus grand et cultivé. Il y a de la vie, il y a de la vie à l'année. Porquerolles, maintenant que Porquerolles est aussi classé cœur de parc, mais le cœur de parc d'origine c'est quand même Porquerolles. On dit d'ailleurs parc national de Porquerolles, on dit pas parc national de Porquerolles et de Porquerolles. C'est discuté ça. Hein. C'est discuté, mais c'est tout fait. On est les premiers, on le restera. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Porquerolles, c'est plus ou moins le côté parc qui ressort. Quant à l'île du Levant, c'est évidemment 95% militaire pour 5% d'une copropriété naturiste. Donc, autant dire que les caractères sont quand même bien différents. Et en plus, le Levant étant sans port réel, avec donc les difficultés que ça peut procurer, les difficultés des 3 îles sont complètement différentes. Vous, l'île du Levant, vous la fréquentez un petit peu ou pas du tout ? D'abord, l'île du Levant est beaucoup plus près. C'est une île qui est très jolie, qui est très bien entretenue. La copropriété est très jolie. Le côté naturiste, il n'est dérangeant que pour ceux que ça dérange. Donc vous y allez un petit peu. D'abord, j'ai plus d'amis que sur Porquerolles. Ouais. Et puis, oui,
ça fait une sortie différente. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qui sont les habitants à l'année à Port-Cros? Quelles sont les catégories de personnes, les profils qu'on retrouve en termes alors, ils sont pas très nombreux, donc je vous demande pas de faire une typologie individuelle, mais globalement, Je dirais 3 types. Ouais. On va commencer par les plus simples. Donc, ceux qui travaillent pour l'État d'une façon ou d'une autre. Donc, le parc, la poste. Le parc et la poste, je vois pas d'autre chose. Ensuite, il y a donc les gardiens de Portmont et de La Palud et ceux de la résidence. Donc, qui sont là pour travailler pour les autres. Et puis après, il y a les Port-Crosiens. Qui sont là en général depuis longtemps, voilà. Depuis des générations. Exactement. Ouais. Donc 3 catégories. 3 catégories. C'est clair. On sait l'hyperfréquentation dont les îles sont victimes pendant l'été. Je connais pas les chiffres pour Port-Cros, mais à Porquerolles, le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8000 et 10 000 visiteurs, personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Est-ce que vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation à Port-Cros ces 60 dernières années, et quel regard vous portez sur... Alors, je sais pas si à Port-Cros on peut parler d'hyperfréquentation, mais voilà. Comment vous voyez cet aspect-là? Je pense qu'à Port-Cros on atteint les limites. Il faut pas les dépasser. De toutes les façons, je pense que le mal, il n'est pas insulaire, le mal est national. À partir du moment où 95% des entreprises fermeront au mois d'août en France, il va quand même être assez difficile de garder les gens chez soi. Donc je pense que des prises de conscience comme l'Allemagne ou d'autres pays où on étale les vacances, qu'elles soient scolaires ou à l'année, c'est peut-être une chose qui serait peut-être plus souhaitable pour notre fréquentation. Donc après après on peut pas empêcher les gens de venir au mois d'août, venir à Port-Cros ou dans les îles. Mais c'est sûr que si quelqu'un cherche de l'authenticité et du calme, c'est pas la période qu'il faut choisir. Vous êtes pour la régulation ou pas? Non. Je suis pour la responsabilisation. Une fois de plus, la régulation, c'est quelque chose qu'on impose. Je pense pas que ça soit en imposant quelque chose aux gens qu'on y arrivera. En leur expliquant, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Vous savez comment on pourrait s'y prendre ou pas? Je vous dis déjà, c'est au niveau national qu'il faut agir. Les congés payés et le mois d'août, c'est une catastrophe. Maintenant, si les vacances scolaires sont pas là non plus pour faciliter les choses, hein. C'est pas à moi de prendre les décisions. Mais je pense que si on veut avoir des résultats, il faudra s'y prendre différemment, y compris pour la nature. Mais ici, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un peu de sensibilité. Je parle vraiment à une échelle très locale et insulaire, mais à ma connaissance, il n'y a pas de sensibilisation faite sur les navettes qui traversent. Les gens sont captifs, ils pourraient, pendant 40 minutes ou une demi-heure de traversée, entendre quelques recommandations. Je sais même pas. Alors, à Port-Cros, peut-être que les gens savent qu'ils arrivent dans un parc national, mais à Porquerolles, c'est pas forcément le cas. Est-ce que ça pourrait pas déjà simplement passer par ça? C'est bien beau de livrer un message dans la navette, mais c'est avant de prendre la navette qu'il faut que les gens sachent. Que le message soit pas passé ou mal passé, c'est certainement une chose, mais l'éducation doit se faire en amont. À mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais je vous dis, favoriser le tourisme, un tourisme différent à des périodes un petit peu décalées, et non pas favoriser le tourisme de masse, parce que en mettant 95% de la France en vacances au mois d'août, il est évident qu'on favorise indirectement le tourisme de masse. Hein, ça me semble évident. Mais le touriste port-crosien, il y a une exigence de l'île. La traversée est plus longue, il y a moins de navettes, faut avoir envie de venir. On sait que c'est pas les mêmes paysages qu'à Porquerolles, il y a moins de plages. Est-ce que le touriste port-crosien, selon vous, il est quand même un peu différent du touriste porquerolais? Il est un peu différent, mais beaucoup de gens se font piéger. Déjà, quand l'île est fermée, le jeu n'est pas souvent joué, dans le sens où les gens sont pas prévenus, ils arrivent ici, ils ont accès qu'aux plages. Ouais. Le coup des chiens, les gens, ils ont leur chien, ils sont obligés de le garder en laisse, de le garder à côté avec eux. L'information est pas toujours bien donnée. Ça, je suis d'accord. Alors, c'est vrai qu'on peut pas empêcher les gens d'aller la chercher. Après,
c'est vrai qu'il y en a qui sont piégés. Dans des territoires comme Porquerolles, on peut craindre progressivement l'extinction de la vie locale au seul bénéfice d'une fièvre estivale. L'école a fermé, il me semble, il y a 9 ou 10 ans à peu près. Plus que ça, je pense. Plus que ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Je le redoute pas, c'est inéluctable. Donc, je pense qu'il va falloir faire avec. C'est bien beau avoir une école, mais il faut des enfants, donc voilà, c'est un petit peu c'est un peu le diable qui se mord la queue, hein. Donc, puis bon, pour une école, il faut au minimum 3 enfants. C'est, je pense, difficilement jouable. Mais vous qui venez d'avoir une petite fille, là, vous auriez envie qu'une école réouvre ici? Je vous l'ai dit en préambule, j'ai pas voulu que ma propre fille vienne, sûr, donc il n'est pas question que ma petite fille y aille. Par contre, que ma petite fille sache ce que c'est que la nature, sache pourquoi il faut la protéger, pourquoi ses enfants à elle devraient trouver quelque chose d'encore plus joli qu'elle ait trouvé, ça me semble important. En 60 ans, comment vous avez vu l'île évoluer? Quels sont les grands changements que vous avez pu observer et quel regard vous portez sur ces changements? Les plus grands changements, évidemment, sont touristiques. Moi, j'ai connu Porquerolles avec 7 pêcheurs, il y en a plus. La période touristique était beaucoup plus restreinte et moins intense. Le deuxième changement énorme, c'est le parc. Et là... Merci Madame Henry de l'avoir fait, et merci Madame Henry de ne pas s'être assez protégée, comme je l'ai dit. Il faut savoir que Porquerolles est le seul parc national français où le village fait partie de la zone intégrale. Il n'y a pas de zone périphérique, ce qui est en tout cas de tous les autres parcs nationaux. Oui. C'est-à-dire que le village fait partie d'une zone périphérique et le cœur de parc est ailleurs. Alors là, Porquerolles, l'intégralité de Porquerolles, y compris les 600 mètres carrés, des 600 mètres autour de l'îlot, sont en zone intégrale. D'accord, oui, ce qui n'est pas le cas à Porquerolles, où en à effet Porquerolles, le village... La deuxième des choses que le parc national n'a pas très bien compris, c'est que le parc national n'est pas propriétaire de l'île, c'est donc l'État qui en est propriétaire, donc les Porquerolliens y compris. Donc en quelque sorte, les agents du parc national sont des métayers. Ils sont là pour entretenir l'île et l'entretenir au profit de plus grand nombre, et non pas se sentir propriétaires comme ils le font, avec donc une gouvernance verticale telle qu'ils l'appliquent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le Porquerolles de votre enfance? Oui, évidemment. La liberté. Si vous regardez les interdits de Porquerolles, la pile est beaucoup plus importante pour les interdits que pour les autorisations. Je pense que les interdits sont bien s'ils sont appliqués. Et je pense que ça sert à rien d'en faire 450 s'il y en a 450 qui ne sont pas appliqués. Il vaut mieux en faire 3 qu'on applique et le reste faire de la prévention. Le premier interdit qui est appliqué, mais parce que les gens sont quand même relativement conscients, c'est le feu. Pour tout le reste, qu'un chien se promène dans l'île, qu'une personne aille se baigner dans un endroit qui est pas tout à fait autorisé, je pense que si on l'explique calmement les choses, il devrait pouvoir comprendre les choses. Et ça sert à rien d'en faire des interdits avec des panneaux, avec des gens, avec des voilà. Donc mon plus grand regret, c'est donc l'espace de liberté qui s'est considérablement restreint, qui même Porquerolles n'est qu'un interdit où très peu de choses sont autorisées. Alors justement, quels sont, selon vous, les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? Je pense que le premier problème qu'on devrait prendre en compte, c'est l'autonomie de l'île. On n'est pas autonome, et je pense que l'avenir de la planète va vers l'autonomie. C'est pas en déléguant nos problèmes à côté qu'on les résout. On ne fait jamais que les transmettre. Je vous prends un exemple, on prend nos poubelles ici, on va les mettre sur le continent. Je pense que 95% de nos poubelles pourraient être réglées et traitées ici. Seulement, on préfère prendre un bateau. Bilan carbone, il est génial. Les poubelles arrivent sur le continent. Encore un camion qui les prend, qui va encore les amener sur un site de décharge. C'est bien, on délègue le problème ailleurs, mais il n'est pas résolu pour autant. Le problème de l'eau. Il faut savoir quand même que la station d'épuration rejette 15 mètres à 20 mètres cubes d'eau par jour quasiment potable, et les rejette dans le port. Mais je pense qu'on pourrait largement recycler cette eau. Problème de l'eau. L'économie, l'autonomie énergétique, électrique. Je pense qu'il y a suffisamment de soleil sur Porquerolles et suffisamment de vent pour qu'on puisse en produire un petit peu. Et le dernier problème, le dernier enjeu du prochain millénaire, ça sera le transport. Napoléon a créé les préfectures
en son temps pour que chaque citoyen français puisse, à cheval dans la journée, avoir accès à l'État. C'est-à-dire aller dans son domicile, avoir accès à l'État et revenir. En 21e siècle, à Port-Cros, on n'est pas capable de faire ce que Napoléon a créé pour les préfectures. Ça s'appelle le progrès. Qu'est-ce que vous proposez ? Parce que le cheval ici, ça serait compliqué. Mais... Je pense que le cheval est compliqué. Mon grand-père maternel, qui a donc été à l'origine donc de tous les stores touristiques de Port-Cros, avait juste après-guerre un bateau par jour. On l'a même pas. On n'a pas un bateau par jour. Et les bateaux qui viennent donc dans la semaine, le bateau monte le matin et repart le soir. On n'a pas la possibilité le matin de descendre, de faire ce que l'on a à faire et de revenir. On est obligé, quoi qu'il en soit, de passer au moins une nuit sur le continent. Donc, on a un problème de transport. Continuité territoriale, c'est quand même l'État de la prendre en compte. Je suis désolé, mais c'est son rôle. Donc pour vous, il faudrait plus de navettes pour Port-Cros. Eh bien, il faudrait au moins que les navettes soient rythmées différemment. Une navette qui monte le soir, qui reparte et qui revienne. Il faudrait un aller-retour dans la journée. Alors là, il y a un aller et un retour, suite et fin. Avec l'inverse, le lendemain ou sur le lendemain. Donc on est tributaire de l'heure. Donc, autonomie et transport. Et transport. Je croyais que vous alliez dire et autonomie. Non. On n'est pas encore. Le front de libération de Port-Cros n'est pas encore né. Il me reste 2 questions. Quelle est votre définition du port-crosien ? D'abord, c'est compliqué, et puis après, c'est pas moi qu'il faut la poser. Je peux vous définir un Parisien, mais pour définir un port-crosien, c'est quand même plus compliqué. Vous n'avez rien à me dire sur le port-crosien ? Non, pas trop. Non, pas trop. Quand vous pensez à Port-Cros, que vous êtes loin de l'île, quand vous êtes en Thaïlande par exemple, ou de l'autre côté sur le continent, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Souvent, quand je pense à Port-Cros que je n'y suis pas, c'est parce qu'il y a des conditions climatiques qui sont particulières, et donc je pense déjà à mes biens et aux habitants, ou si les bateaux ont tenu leur amarre, si les quais sont, parce que les quais sont emportés. J'y pense principalement, c'est quand les conditions climatiques sont compliquées. Donc c'est une vision protectrice, exactement. Protectrice et pratique de l'île. Bon, je vous remercie en tout cas infiniment. Merci pour votre regard sur cette île et pour votre grande spontanéité. Merci Je vous en prie, merci à vous. Merci à Stéphane pour sa transparence et son franc-parler. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.